Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Catherine Villeneuve, coordonnatrice des relations publiques au Centre de ressources pour les familles des militaires de la région de la Capitale-Nationale. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'atelier « L'impact d'événements traumatiques sur les enfants, comment en parler », qui est un atelier présenté par Jessica Dion, qui est une bachelière en travail social, et Shannon Piston, qui est maître en travail social. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de quelques outils qui vont vous aider à parler avec vos enfants des événements traumatiques qui se sont déroulés au Québec et à Ottawa le mois dernier. Même si les enfants ne peuvent être complètement à l'abri de ces événements, les parents peuvent aider à les faire se sentir en sécurité et à comprendre un peu mieux le monde qui les entoure. Alors, tout d'abord, on va parler des signes de stress. On a les signes de stress physiques, les signes mentaux, émotionnels, comportementaux, et enfin, c'est de surveiller les changements, justement, par rapport à ces signes de stress-là. Donc, si on commence avec les signes de stress physique, quelques exemples: tension musculaire, mal de tête, mal de ventre, respiration lente ou superficielle, pouls accéléré, bouche sèche, paume moite, urticaire, les yeux qui bougent de gauche à droite, mâchoire crispée, le visage tendu, sommeil perturbé, fatigue, maladie et tremblement. Si on parle des signes de stress mentaux, le manque de concentration, l'esprit qui tourne sans arrêt, tendance à oublier, moins de créativité, difficulté en résolution de problèmes, absence de spontanéité, facilement distrait, confus ou irrationnel. Si on parle des signes émotionnels, les émotions sont intenses lors de situations comme celle-ci. L'enfant peut être retiré, apeuré, anxieux, frustré, triste, fâché, accablé, cri de panique, hypersensible, irritable, désemparé, peut se sentir menacé, et peut être surexcité. Si on parle des signes comportementaux, l'enfant se lamente, il reste collé, il n'écoute pas bien, il mord, donne des coups, pleure, tire les cheveux, suce son pouce, ronge ses ongles, rêvasse, se chicane avec ses amis et sa famille, gigote. L'enfant est nerveux, impulsif, prudent, ne réussit pas bien à l'école, a peu d'appétit ou encore mange plus qu'à l'habitude. Donc, ce qui est l'élément clé avec les signes de stress, c'est de surveiller les changements. Donc, ce qui est important, c'est de guetter les changements chez votre enfant. Par exemple, si l'enfant suce son pouce habituellement, le fait de sucer son pouce n'est pas nécessairement signe de stress. Si par contre, il ne suce plus son pouce depuis 6 mois et qu'il recommence, c'est probablement un signe de stress. Il est également important de parler avec votre enfant de ce qu'il ressent. Le fait de démontrer des signes de stress n'est pas nécessairement relié à ce qui est arrivé le mois dernier. Ça pourrait être quelque chose qui n'est pas du tout relié. Alors, avec les signes de stress viennent les trucs pour tout âge. Donc, quelques trucs, c'est les routines flexibles. C'est de donner une information posée, véridique et limitée. C'est de mettre l'emphase sur la sûreté. Et c'est également de reconnaître lorsque vous ne savez pas. Donc, quand on parle de routine flexible, en fait, il est important de conserver les routines régulières de votre enfant en place afin d'instaurer un sentiment de normalité en lui. Soyez toutefois flexible. Il se peut qu'il ait besoin que vous allongiez avec lui pendant quelques minutes à l'heure du dodo ou besoin d'aller dormir plus tard afin de discuter. Faites confiance à votre instinct de parent, naturellement. Quand on parle d'une information posée, véridique et limitée, c'est que peu importe leur âge, les enfants vont se nourrir de vos émotions. Donc, si vous dégagez un sentiment de panique, ils le sentiront et paniqueront. Faites un effort pour rester calme et pour répondre à leurs questions de manière véridique, tout en leur donnant seulement l'information dont ils ont besoin pour avoir réponse à leurs questions. Si un enfant de 6 ans, par exemple, vous demande « Qu'est-il arrivé au monsieur ?», il sera probablement satisfait d'une réponse comme « Il s'est fait mal » ou « Il s'est fait frapper par une auto ». Ça pourrait lui suffire et vous serez content de lui avoir fourni une réponse simple au lieu d'élaborer. Donc, laissez-les prendre les devants quand ils posent leurs questions afin d'adapter votre réponse. Quand on parle d'emphase sur la sûreté, c'est que lorsque vous répondez à une question de votre enfant, poursuivez toujours en mettant l'emphase sur leur sûreté, en disant, par exemple, « Par contre, les forces policières et militaires et les services de sécurité veillent sur nous et nous sommes tous en sécurité. » Pour les adolescents, parler du fait que la police, les écoles, les forces militaires, etc.,
Elle réagit rapidement en renforçant le fait que nous sommes prêts à gérer de telles menaces dans notre société. Et finalement, quand on parle de reconnaître ce que vous ne savez pas, c'est qu'on vous suggère de ne pas mentir ou de ne pas inventer d'excuses. Si vous ne connaissez pas la réponse à la question, dites-leur tout simplement. Revenez ensuite faire le lien avec le fait qu'ils sont en sécurité avec les multiples entités qui s'efforcent de tous nous protéger. Et donc, si on continue sur les trucs pour les différents stages de développement divisés par groupe d'âge, d'abord, on a les moins de 2 ans qui réagissent à leur environnement et qui ont besoin d'une routine. Ensuite, on a les 3 à 5 ans qui sont de nature égoïste, qui sont protecteurs et qui ont besoin peut-être de méthodes d'expression alternatives. Alors, si on élabore sur les moins de 2 ans, les enfants âgés de moins de 2 ans ne comprendront pas ce qui se passe, mais ils vont réagir à la tension et à l'anxiété présentes dans leur environnement. Donc, conserver leur routine le plus possible et réserver du temps pour des jeux calmes et des rituels de détente, par exemple un massage, se bercer, chanter des comptines avant le dodo. Pour les 3 à 5 ans, les enfants à cet âge-là sont de nature égoïste. Ils ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'eux et leur famille immédiate sont en sécurité. Il est naturel pour eux de ne pas penser plus loin que ça pour les autres. Donc, le fait de parler des entités qui nous protègent, telles les forces policières, les forces militaires et les services de sécurité, peut être source de réconfort pour eux. Vous pouvez répondre à leurs questions en reconnaissant simplement que, oui, un monsieur a fait mal à un autre monsieur, mais que nous sommes en sécurité grâce à la police. Les enfants dans ce groupe d'âge ont parfois encore de la difficulté à s'exprimer oralement. Vous pouvez leur offrir des alternatives telles le dessin, la peinture, la reconstitution d'une histoire, afin qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Si on continue avec les trucs pour les différents stages de développement, maintenant les groupes de 8 à 11 ans et les 12 ans et plus. Alors les 8 à 11 ans, c'est d'éviter les nouvelles non éditées avec eux et c'est d'aborder ce dont leurs amis discutent. Avec les 12 ans et plus, c'est de leur donner davantage d'accès et encore une fois, c'est d'aborder ce dont leurs amis discutent. Alors avec les 8 à 11 ans, évitez de regarder les nouvelles avec un enfant de cet âge, car celles-ci peuvent être présentées de façon trop graphique pour eux. Par exemple, la couverture de la fusillade au Parlement ou du caporal Thiriot qui se fait réanimer. Envisagez plutôt de leur montrer des extraits sur YouTube ou Internet que vous auriez regardés auparavant. Par exemple, le sergent d'armes Vickers qui reçoit une ovation debout au Parlement. Vous pouvez discuter avec eux de comment il a agi en héros, en stoppant le tireur, en faisant lui un exemple de protection. Si vous les mettez à l'abri de toute nouvelle, ils peuvent, à cet âge, être curieux et tenter de découvrir par eux-mêmes. Donc, si vous triez ce qu'ils voient le plus possible, vous pouvez avoir un certain contrôle. Et pour ces deux groupes, donc les groupes des 8 à 11 et des 12 ans et plus, leurs pairs peuvent avoir une très grande influence sur eux. Il est important de leur demander ce que leurs amis disent afin d'adresser toute idée fausse. Donc, si on enchaîne avec les 12 ans et plus, les enfants âgés de 12 ans et plus ont la capacité de regarder les nouvelles et peuvent avoir de la curiosité envers celles-ci. Donnez-leur accès si c'est adéquat côté développemental, mais regardez les nouvelles avec eux et demeurez disponibles pour répondre à leurs questions et corriger les idées fausses encore une fois. Et n'oubliez pas, pour tous ces trucs, ce sont seulement des indicateurs. Vous êtes ceux qui connaissez votre enfant le mieux et sachez ce qu'il peut gérer. Et maintenant, on parle de l'enfant militaire plus spécifiquement parce que les enfants qui grandissent dans l'univers militaire subissent des facteurs de stress additionnels et peuvent parfois poser des questions plus difficiles. Donc, quand on parle de facteurs de stress additionnels, naturellement, plusieurs enfants au pays vont être affectés par ces événements qui se sont déroulés le mois dernier. Cependant, les enfants qui ont parents militaires vont souffrir très probablement de stress additionnel étant donné la nature de ces attaques ciblées. Surveillez donc votre enfant de près pour tout signe de stress et soyez ouvert à tout type de questions qu'il pourrait avoir. Des questions difficiles, par exemple, est-ce que maman ou papa sera tué parce il ou elle est militaire? Soulignez les facteurs de sûreté et de protection entourant les forces militaires en ce moment. Les membres font attention de ne pas porter leur uniforme en public, une sécurité accrue est en place, les membres sont entraînés pour protéger les autres et eux-mêmes. La question la plus difficile de toutes, pourquoi est-ce que quelqu'un fait ça? Elle peut être répondue par un « je ne sais pas » en fait. Vous pouvez répondre en disant qu'il y a des choses comme le mal dans le monde que maman ou papa ne comprennent pas et ne peuvent pas t'expliquer. On fait tout pour s'assurer que tu es en sécurité par contre.
Discuter avec eux des façons dont ils peuvent répandre de l'amour et de la joie autour d'eux est une bonne façon de poursuivre sur cette lancée. Il est important aussi de penser à vous-même dans tout ça. Il y a 3 points clés. On parle du transfert émotif, on parle de reconnaître vos émotions et on parle de mesures de libération adéquates. Quand on parle du transfert émotif, en fait, c'est que les enfants de tout âge vont percevoir très bien les émotions et l'humeur de leurs parents. Ils vont remarquer ce que vous ressentez, même si vous tentez de le cacher. Assurez-vous donc de prendre le temps de vérifier votre propre état et de bien identifier ce que vous ressentez. Et ça nous amène à reconnaître vos émotions. C'est correct de partager vos sentiments avec vos enfants. Dire que vous aussi êtes triste ou apeuré montre l'exemple d'exprimer ses émotions. Assurez-vous toujours de faire le lien avec la sûreté. Moi aussi, j'ai peur, mais je me sens mieux en pensant à tous les policiers de la ville qui nous protègent. Et enfin, les mesures de libération adéquates, c'est que nous avons tous besoin de laisser sortir nos peurs et nos frustrations par rapport à ces événements. On vous conseille d'attendre d'être avec un ami adulte ou un membre de votre famille sans enfant autour pour le faire, parce que même les adolescents ont besoin de recevoir un sentiment de force et de sûreté de leurs parents. Donc, peu importe l'âge, on vous conseille de le faire sans enfant autour. Ce qui nous amène également les mesures de libération adéquates, c'est les sentiments normaux qu'on ressent. Alors, il y a différentes catégories. Il y a la tristesse, la colère, la peur, l'indifférence et la désensibilisation, et le soulagement versus la culpabilité. Alors, les sentiments normaux, il est tout à fait normal de traverser toute une gamme d'émotions lorsqu'on pense ou que l'on discute de ces événements tragiques. Il se peut que vous ressentiez l'un de ces sentiments, tous ces sentiments, ou même quelque chose de complètement différent. Nous vivons et traversons tous ces événements différemment. Chaque personne a raison de ressentir les émotions qu'elle ressent. Donc, si on parle de la tristesse, nous pouvons être tristes pour les victimes et leurs familles, ou encore pour la perte de ce sentiment de sécurité en sol canadien. Nous pouvons même être tristes pour la famille du tireur. Ces émotions sont tout à fait normales et légitimes. Si on parle de la colère, nous pouvons être en colère contre ceux qui ont perpétré ces crimes, contre le gouvernement et ou les forces militaires pour ne pas avoir su les prévenir, ou encore contre notre conjoint pour nous avoir entraînés dans l'univers militaire. Encore une fois, tous des sentiments normaux. Les émotions sont ressenties fortement et pas nécessairement ce que l'on considère rationnel. Maintenant, si on parle d'irrationnel, on parle de la peur. Donc, même si tout le pays ressent de la peur en ce moment, il est fort probable que les membres militaires et leurs familles soient particulièrement apeurés, étant donné la nature de ces attaques. Ceci n'est peut-être pas totalement compris par notre parenté non militaire, nos amis ou les coéquipiers de classe de nos enfants. Un truc, c'est d'envisager de rechercher des personnes qui comprennent le mode de vie militaire pour pouvoir en parler avec eux. Si on parle de l'indifférence ou de la désensibilisation, c'est que certaines personnes ne ressentent peut-être pas d'émotions particulières par rapport à ces événements et se sentent indifférentes ou désensibilisées. Il est aussi normal de traverser ce genre de choses. Cela ne veut pas dire que vous vous en fichez. Ce genre de sentiment est en fait un mécanisme d'autoprotection. Vous commencerez probablement à ressentir d'autres émotions plus tard, voire lorsque vous en entendrez le moins. Et enfin, quand on parle de soulagement, c'est qu'en tant que membre militaire ou membre de famille de militaires, il est très probable que vous ressentiez un certain soulagement du fait que vous-même ou votre être cher n'ait pas été la cible de ces attaques. Ce sentiment de soulagement mène souvent à un sentiment de culpabilité. En tant qu'être humain, nous avons cet instinct de survie inné et ces sentiments sont tous parfaitement normaux. Donc, on a parlé des facteurs de stress additionnels, on a parlé des signes de stress, on a parlé des sentiments normaux. Le but dans tout ça, c'est de créer un environnement moins stressant à la maison. Alors, comment on peut faire ça? Par l'exercice et le jeu libre avec les enfants, par une alimentation saine et équilibrée, par du temps individuel avec les parents, chaque enfant, par des câlins, des marques d'affection, par une routine habituelle, par l'emphase sur le sommeil et par le rire. Et bien entendu, le rire est un des meilleurs remèdes. Et surtout, le dernier, c'est du fait que les adultes pratiquent la gestion du stress à la maison. Ça va donner un très bon exemple aux enfants. On a quelques ressources pour vous. Donc, on a des activités pour les enfants inquiets apeurés que
vous pouvez faire avec vos enfants, vous pouvez même les essayer vous-même. Si vous avez besoin de ressources, vous pouvez consulter notre site Internet ou contacter notre équipe de travail social. Et notre équipe de travail social vous conseille également un livre, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui est très intéressant et qui est adapté pour le mode de vie militaire. Donc, en terminant, un conseil au nom de l'équipe, c'est de vivre pleinement. Le but d'un attentat terroriste est d'instiller un sentiment de peur et de nous forcer à changer notre mode de vie. Soyez vigilants, mais menez votre vie le plus normalement possible. Merci à tous.